Vu les soupçons qui pèsent sur le ministre des Finances, la question se pose si l'IGF peut-elle entamer des audits dans chaque ministère, parce que bientôt nous aurons déjà un nouveau ministère. Et puis le second sujet est par rapport à une question que nous nous posons encore: quel sera le cheval de bataille de ce nouveau gouvernement? Est-ce que ça sera l'agriculture? Ça sera la justice? Point d'interrogation. Élément de réponse dans cette émission. Jusque-là, deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Papi Mazinga. Il est du Parti Les Progressistes, parti cher à Sami Badibanga, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Nous vivons, la grâce est là et nous croyons à l'avenir. Et voilà. Il y a David Kitako. Il est, comment je veux dire, c'est un opposant indépendant, républicain. Avec lui aussi, nous allons débattre cette question. Je dis bonsoir, David. Bonsoir, Madame Nouchka. Bonsoir à mon co-débatteur. Et je crois que le débat sera de haut niveau et nous allons plaire à tous et aussi informer nos populations qui nous suivent de travers le monde. Et voilà. Nous commençons déjà notre sujet. Je vais poser la question à Papi Bazinga. Papi, vous êtes tous au courant de ce qui se passe au niveau du ministère des Finances. C'était une question, c'est une situation qui a commencé au ministère du Développement rural. C'est le ministère des Finances qui a décaissé l'argent étant le ministère attitré, mais il y a des soupçons qui pèsent de sommes faramineuses au sein du ministère des Finances. Est-ce que ce n'est pas le moment à l'IGF d'entamer des audits dans chaque ministère sortant? Merci, madame, pour la question. Lorsque vous me posez la question sur l'IGF, si c'est le moment d'entamer des contrôles, je dirais non, parce que l'IGF, selon ce qu'elle dit et selon les publicités que nous suivons tous les jours à la télévision, l'IGF fait des contrôles a priori. Cela veut dire avant que l'argent ne sorte, l'IGF contrôle. Mais aussi, une autre question importante, madame, pourquoi nous voulons toujours chercher à créer des problèmes à l'IGF, alors que le travail devait être fait en amont par l'Assemblée provinciale, nationale, pardon. Parce que c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés nationaux ou les parlements qui est l'autorité budgétaire. Donc, le Parlement devrait faire mieux que l'IGF en contrôlant les ministres des Finances, mais aussi les ministres du Développement rural. Et quant à ça, madame, vous savez, aujourd'hui d'ailleurs, nous cherchons, j'attends beaucoup de gens, même c'est de l'opposition ou encore certains amis avec qui nous sommes à l'Union sacrée, en train aujourd'hui de critiquer négativement l'IGF. Le problème, ce n'est pas forcément l'IGF, mais c'est aussi l'Assemblée nationale. Un ministre est soumis à l'Assemblée nationale, cela veut dire aux députés. Ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui, selon ce qu'on dit et les commentaires de plusieurs personnes. C'est un ancien projet. Cela veut dire que ces projets devaient être connus au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'était à l'Assemblée nationale d'interpeller les ministres des Finances, mais aussi les ministres du Développement rural. On a tous vu la manière dont l'Assemblée nationale s'est comportée. On a tous vu la manière dont le président l'ancien président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge aujourd'hui, ne voulait pas donner la parole à certains députés. On a tous vu. Non, madame, c'est regrettable. On ne gère pas les pays comme ça. Il n'y a pas eu contrôle au sein de l'exécutif. Mais exactement, je vous ai toujours dit dans toutes les émissions où je passe, lorsqu'on parle de l'État, moi je dis la grande responsabilité incombe à l'Assemblée nationale, au Parlement. Parce que c'est le Parlement qui est censé contrôler l'exécutif. Cela veut dire en commençant par le Premier ministre, jusqu'au dernier messie, à tous les membres les membres du gouvernement devaient être contrôlés par le Parlement. On ne peut pas jouer avec l'argent du contribuable congolais. Ces pays n'appartiennent pas à un ministre X ou à un député Y. Les pays, la RDC, appartient aux Congolais.
Et l'argent des Congolais doit être bien géré, géré de manière responsable. Lorsqu'on attend ça, ça fait mal aux oreilles. Moi, j'ai contacté les gens là qui font ces puits de forage. Les forages ordinaires, ça commence à 3 500 $. Les forages les plus ordinaires commencent à 3 500 $. Mais lorsqu'on vous rend compte qu'on devait faire des forages, et puis un forage qui devait coûter ou qui a coûté jusqu'à 290 000, 280 000, c'est étonnant, madame. J'ai suivi le conseiller du ministre Nicolas Kazadi sur Télé 50, excusez-moi les termes. En tout cas, il a été un peu arrogant. D'ailleurs, il a dit, il interdit à ceux qui disent que ce sont des puits. Il a dit, en tout cas, c'est idiot de dire que ce sont des puits. Bon, madame, vous savez, lorsque les gens agissent, lorsque les gens parlent de l'État avec légèreté, c'est regrettable. Peut-être il est sûr de son entourage, il est sûr de ce qu'il a fait ou de ce qui a été fait. Il a des données qu'il peut bien justifier ces montants, mais en tout cas, en tout état de cause, c'est tellement exorbitant. Moi, je pense qu'avec 280 000 $, on pouvait avoir 30 puits de forage de grande importance qui pouvaient aider une grande partie de la ville de Kinshasa qui manque de l'eau potable. Mais vous ne trouvez pas que quelque part aussi l'union sacrée, il y a l'injustice, il y a la politique des 2 poids et 2 mesures. On se pose la question, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, les soupçons de détournement qui pèsent sur sa personne, mais quand même il a pris son avion pour Washington, hein. Madame, je ne peux pas... Il n'a pas été interpellé par le ministère public. Si c'était quelqu'un de l'opposition malheureusement, je ne suis pas son chargé de communication, mais au moins, je peux constater, comme tous les Congolais, qu'il y a certains comportements qu'on ne doit pas encourager, même si on est dans l'union sacrée. Vous savez, je l'ai dit encore et je le répète, je ne pense pas que le chef de l'État a créé l'union sacrée pour avoir autour de lui des hypocrites. En créant l'union sacrée, l'idée du chef de l'État était d'avoir à ses côtés des véritables Congolais, des patriotes, des hommes et des femmes sérieux qui pouvaient l'aider à bien gérer le pays. Le chef de l'État ne peut pas tout gérer à lui seul, ne peut pas tout connaître à lui seul. C'est comme ça, il a des collaborateurs qu'on appelle ministres, des collaborateurs qu'on appelle conseillers, et ainsi de suite. Et des représentants à tous les niveaux. Chacun devait en tout cas apporter sa part, sa contribution pour le bonheur du pays. Mais lorsqu'on dit l'union sacrée ne signifie pas un clic, je ne sais pas, passez-moi les termes des malfaiteurs, non. Moi, en tout cas, je crois à mon parti, à mon leader Sami Badi Banga d'ailleurs, qui venait de donner de très bonnes propositions à la Première ministre. Lesquelles? Non, on doit avoir un représentant dans chaque province. Cela veut dire dans les gouvernements qui sera publié dans les jours qui viennent. Chaque province doit être représentée par un ministère. Cela veut dire un ministère par province. C'est une manière de créer la cohésion. C'est une manière de créer une représentation nationale au lieu de parler de représentation parlementaire. Mais il faut plutôt une représentation nationale pour que chaque province se retrouve dans le gouvernement, comme on parle souvent des géopolitiques. Mais on ne doit pas se limiter seulement à parler des géopolitiques, mais on doit aussi voir toutes ces personnes-là, peu importe sa tribu, je ne sais quoi, ou sa province, travailler dignement. Comme un Congolais, comme un patriote qui amène quelque chose au pays. Vous savez, madame, aujourd'hui, s'il faut commencer à faire des critiques, on va aller plus loin. Cela veut dire qu'il y a eu des ministres ou il y a des ministres qui volent l'argent de l'État. Cela veut dire en qui on donne l'argent bêtement. Ils n'en méritent pas. Comment vous êtes un ministre, vous avez travaillé pendant 1 année, 2 ans, il n'y a pas eu innovation dans votre ministère. Et puis, le comble est qu'une somme faramineuse comme ça sort, sans pour autant passer par la chaîne des défenses. Madame, c'est ce que nous disons. C'est déplorable ce comportement parce que, écoutez, violation des normes, pour que l'argent soit décaissé au niveau des banques ou à la Banque nationale, ça passe d'abord par le ministère du Plan.
ministère des Plans étudie les dossiers, il met son aval, il y a le ministère des Budgets, après c'est le ministère des Finances. Donc ça commence par le ministère des tutelles, c'est lui qui a émis les projets, et ces projets doivent passer par le ministère des Plans. Après le ministère des Plans, c'est le ministère des Budgets. Après les budgets, c'est les finances. Merci. Donc c'est comme ça que l'argent doit sortir. Mais si à tous ces niveaux, les dossiers étaient passés, ou les dossiers est passé sans aucune, j'allais dire, c'est passé comme ça librement et jusqu'à ce que l'argent soit décaissé, c'est regrettable. Merci beaucoup. Je passe la parole à David Kitako. Il est de l'opposition. David, vous êtes tous au courant de ce qui se passe au ministère des Finances. Ces genres de soupçons nous fait à ce que nous puissions réfléchir encore davantage par rapport à l'IGF. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'il commence à auditer chaque ministère qui sort déjà? Merci Madame Nushka. Laissez-moi commencer par saluer une personne. Monsieur Joseph Kabila, qu'on nous avait dit qu'il était rwandais. Salut à toi Joseph Kabila, le monsieur rwandais qui du moins, pendant ses 18 ans au pouvoir, on a une route Kinshasa-Kikwit, asphaltée. Pendant son pouvoir, les jeunes, les enfants pouvaient aller à l'école avec 500 francs et rentrer avec 200 francs à la maison. Et je salue encore monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, notre président, qui, pendant son règne, nous avons des députés qui ont 21 000 $, mais qui ne font rien. J'ai du mal à entendre que mon frère ici est de l'Union sacrée, mais il dit, le président de la République, M. Tshilombo, a créé cette union sacrée juste pour avoir des gens sérieux autour de lui qui pouvaient bâtir ces pays. Mais, Monsieur Papi, laissez-moi vous rappeler comment cette union sacrée est née. Qui sont dans les présidiums de l'union sacrée? Qui font partie de l'union sacrée? Eux tous, ce sont des anciens caciques du kabiliste. Ce sont des kabilistes absolus. Ceux qui ont volé dans ces pays. Ceux qui ont détourné des millions dans ces pays. Et je me rappelle, avant que M. Joseph Kabila puisse partir, il avait dit au président Félix Tshisekedi, c'est que moi je considère comme un testament. Il lui a dit, si j'avais 5 personnes, 15 même, 15 voilà, 15 personnes, j'aurais dû changer mon pays, qui est le Congo. Mais il n'en avait pas. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait de ces testaments? Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout. Rien, parce que il prend les mêmes personnes, il les met. Grave que ça, il appelle ses amis avec qui ils ont souffert en Europe pour venir prendre des responsabilités ici au détriment de ceux qui se sont battus ici au pays. C'est ce qui est encore trop grave. Madame, si je peux parler de cette affaire des forages, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Comment? Moi, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je ne peux jamais ici venir et affirmer que la procédure auquel est passée cette affaire des forages jusqu'à arriver au financement de presque 129 millions ou 129 000 $ pour l'exécution de ces projets soit normale. Si nous pouvons prendre la loi portant passation des marchés publics, les articles 40 et 41, là-bas, on donne 2 possibilités à l'État pour passer un marché public. Soit c'est par avis d'appel d'offres, et là, on va parler des appels d'offres national et international, soit c'est un marché qui est passé de gré à gré. Et sur les points de gré à gré, on insiste même pour dire, avant que les marchés puissent passer de gré à gré, il faut que ces marchés puissent être objet soit d'une urgence, soit d'une signature du président de la République qui demande à ce que
les marchés puissent être effectués en urgence et que ça ne puisse pas traîner. C'était une urgence selon les propos du ministre des Finances et de ses collaborateurs. C'était une urgence voilà, pour laquelle le marché n'est pas passé par... n'ont pas respecté les normes. Donc, il n'y a pas violation. Madame Nushka, si c'est une urgence, alors il fallait les donner quand même à quelqu'un d'autre. Selon les informations que j'ai, il semblerait que les messieurs Mike, qui est en train d'exécuter ces forages, seraient les cousins du ministre des Finances. Dites-moi, c'était une urgence, il fallait les donner à son propre cousin? Je ne pense pas que ça soit comme ça. Et s'il connaît bien son travail, même s'il est son cousin, quoi de plus normal? Est-ce qu'il connaît bien son travail plus que tous les autres Congolais? Je ne crois pas. Et déjà, moi je peux douter de son travail, du fait qu'un forage ne peut jamais coûter maximum pour un forage. Lorsque les forages, d'abord, les prix sont fixés par maître de forage. Dès que vous dites que vous allez réaliser des forages, un mètre de forage, madame, maximum c'est 150 $. Un mètre de forage. Lorsque vous arrivez déjà à plus de 10 mètres, il y a une remise. Les prix diminuent. 150 $ pour un mètre de forage. Et du coup, ça sera discuté parce que vous arrivez, plus vous augmentez les mètres à forer, plus il y a réduction. Mais avec lui, plus on augmente les mètres de forage, plus l'argent augmente. On arrive à 129 000 $. Madame Nushka, pour réaliser un forage avec 3 000 $, mon frère a même dit 3 500. C'est un peu exagéré. Avec 3 000 $, on exécute, on exécute et on donne de l'eau à la population avec les forages. Mais avec ce que vient de faire... peut-être très très professionnel. Très très professionnel. En plus de toutes les normes du monde. Qu'il puisse quand même que messieurs Kazadi puisse venir nous dire la profondeur de ces forages, c'était de combien? Pour que ça puisse être super professionnel. C'était de combien? Combien de mètres? Pour qu'on puisse arriver jusqu'à 120 000 $. Où on pourrait, avec les 120 000 $ ou 129, quelque chose comme ça, on pourrait réaliser plusieurs forages. Et les peuples seraient vraiment en paix de ces côtés-là. Mais ce n'est pas ce que le monsieur a fait. Ce que le monsieur a fait, ce n'est que prendre l'argent, donner à son cousin, et que les cousins puissent aussi s'enrichir. Donc, pour entrer dans ce que je disais avant, le président de la République a appelé des voleurs, permettez-moi les mots en tout cas, des voleurs qui sont venus autour de lui, sachant que lui, il ne va rien faire, il ne va pas parler, il va juste observer, parce que lui-même aussi, il en profite. Parce que je trouve anormal qu'un ministre des Finances puisse prendre l'argent sans que les présidents de la République ne soient au courant, si pas lui, même ses bureaux. À la présidence, il y a combien de conseillers? Il y a même des conseillers en matière de finances. Donc on ne pouvait jamais décaisser l'argent sans que lui ne puisse être au courant. Il était au courant. Je rentre concernant l'IGF. Madame Nushka, au début, moi j'ai douté fort de l'IGF. J'ai douté vraiment de messieurs Gilles Alinguetti. J'ai douté de lui, pourquoi? Je me disais, c'est un monsieur qu'on a utilisé juste pour faire passer un message et après, il ne va plus rien réaliser. Mais après, j'ai l'impression que le monsieur est là et il commence à coincer le Tshisekedi. Parce que le ministre de l'Économie, lui, il vient, il crée un jeu juste pour nuire à la réputation de l'IGF. Et après, c'est plus le ministre de l'enseignement, c'est le ministre des Finances. Lui aussi, il vient, qu'est-ce qu'il veut? Voulant se défendre, il veut nuire à l'IGF. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ceci. Soit, c'est parce que M. Alinguetti fait bien son travail, malheureusement qu'il ne soit pas de la même espace linguistique que les autres, soit c'est parce que M. Alinguetti a le minimum de considération de la part du président de la République que les autres sont en train de se sentir lésés.
comment cela peut-il être normal? Vous qui n'avez rien fait, vous vous permettez quand même de venir défendre et de dire, de prononcer des mots à la limite des insultes. Dans un plateau, vous venez, vous voulez défendre et vous vous dites être les secrétaires ou les conseillers du ministre des Finances en prononçant ces mots-là. Là, c'est grave. C'est vraiment grave et c'est regrettable. Plus grave encore, voulant toujours se défendre, il s'attaque au Premier ministre, la nouvelle Première ministre, Madame Judith. Lisant la lettre que M. Kazadi a écrite, elle jette de l'opprobre sur Madame la Première ministre. Et je me dis, si lui, M. Nicolas Kazadi, dit que le ministre, la Première ministre, était au courant de ce qui s'est passé avant la réalisation de ces forages, je me dis, qu'est-ce que les Congolais a fait au bon Dieu pour mériter des gens qui ne viennent que pour voler la République? Si la Première ministre était au courant et qu'elle n'a rien dit, elle n'a rien dénoncé, quoi de plus normal qu'aujourd'hui, elle-même, elle est la première? Qu'est-ce qu'elle va faire? Répondez à ma question. Est-ce que l'IGF, en ce moment, peut entamer des audits dans notre ministère? Entamer des audits, c'est vraiment une urgence. Si l'IGF pouvait continuer, parce que l'Assemblée nationale n'inspire vraiment pas confiance. Parce que le comble est que les ministres qui sont nommés députés devaient déjà aller à l'Assemblée nationale. Malheureusement, un communiqué de la présidence avait abrogé l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'ils puissent continuer à gérer les affaires courantes. Donc, comme qui dirait d'autres personnes, Boyi Bayasuka. Est-ce que l'IGF ne peut pas vraiment s'élever pour le moment? Même s'il s'est élevé, mais quand la lettre vient déjà de la présidence, je me dis que même si l'IGF s'est élevé, ça sera trop tard peut-être. Non, madame, mais excusez, la lettre du chef de l'État n'a rien à voir avec les contrôles de l'IGF. Madame, lorsqu'il y a détournement ou il y a des faits, des présomptions de détournement, l'IGF a les pouvoirs d'inspecter, de contrôler. Ces ministres-là, bien qu'ils sont en train de travailler en mode intérimaire, mais ce sont des Congolais. Nous avons un État. On peut par exemple suspendre, interdire à ces gens de se déplacer, afin qu'ils soient contrôlés par rapport à leurs actes commis pendant qu'ils étaient aux affaires de l'État. C'est ça, madame, un État. Les États se développent comme ça. Donc l'IGF, à mon humble avis, l'IGF a le droit de contrôler ou d'inspecter tous les ministères. D'ailleurs, c'est ça son cahier de charges. C'est ce qui est écrit dans son cahier de charges. Il doit contrôler tout le monde, toutes les entreprises de l'État, tout ce qui est l'argent de l'État, l'IGF contrôle. Même dans le secteur privé. Même si vous êtes dans le secteur privé et que vous avez reçu l'argent de l'État dans les trésors publics, l'IGF a les prérogatives de venir contrôler. Cela veut dire que l'IGF peut contrôler ces gens ou ces ministres par rapport à ces dossiers de forage. Mais madame, je dis, pourquoi nous voulons seulement charger l'IGF alors que nous avons un parlement? Parce que ce parlement n'inspire pas confiance. D'accord, ce parlement, même si il est déjà parti, le parlement qui arrive peut encore contrôler cet argent parce que c'est l'argent du contribuable congolais si du moins il y a détournement. Vous voulez rebondir? Oui. Allez-y. Monsieur Papi, je voulais juste ajouter un mot. Vous avez dit qu'on puisse donner cette charge-là au Parlement. Il n'y a pas plus longtemps qu'ici en décembre. Non, excusez, je ne dis pas seulement qu'on donne la charge au Parlement. Je dis et le Parlement et l'IGF peuvent contrôler, inspecter pour éclairer l'opinion congolaise sur cette question. Je pense que si l'IGF pouvait continuer les travaux, ça sera mieux. Parce que le Parlement congolais, on les connaît. Donnons la chance à ces parlements qui arrivent. Donné la chance à, ce parlement n'a pas encore travaillé. Attendez, monsieur Papi, s'il vous plaît. Monsieur David, ce parlement n'a pas encore travaillé. Moi, je pense qu'on peut lui donner la chance. Voyons, nous allons observer. Mais... Moi,
Si ces parlements font des bêtises, je passerai dans n'importe quelle chaîne, je vais les dénoncer. Mais quand déjà les députés qui vont siéger dans ces parlements-là ont été nommés, croyez-vous qu'un député nommé puisse se rebeller, puisse se retourner contre celui qui a fait assez qu'il soit nommé? Je dis non. Non, non, non. Là aussi, ce sont des présomptions, parce qu'il faut les prouver. On sait qu'il y a eu des problèmes par rapport à nos élections, mais ne vous en faites pas, il y a quand même des députés qui ont été élus. Il y a des députés qui ont été élus. Mais monsieur parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle travaille. Il y a des gens qui ont été invalidés et validés, je ne sais pas, c'est par rapport aux preuves que chacun apporte pour prouver qu'il a été élu ou non. J'ai dit au moins, si, selon vous, il y a des députés nommés, mais moi je vous dis ici, il y a eu aussi quelques députés ou les députés, des députés qui ont été votés en bonne et due forme. Mais ils seront moins nombreux alors. Même les moins nombreux là, faire l'exercice parlementaire, Monsieur David, trop difficile. Même les moins nombreux là, moi je suis parmi ces rares Congolais qui croient en nous-mêmes et qui croient aux Congolais sérieux. S'il y aura ces députés là, vous avez oublié cet adage qui dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Hein? Oui, les voleurs, je n'aime pas vos Français là. S'il y a des députés malhonnêtes, je pense qu'ils ne méritent pas aller au Parlement. Parce que quand on dit député, un député, c'est un représentant du peuple. Si on vous a nommé au nom du peuple et que vous n'allez pas travailler pour ce peuple-là, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et voilà, nous continuons notre émission. Nous allons entamer le second sujet. Par rapport au défi ou encore quel sera le cheval de bataille du futur gouvernement. Ça traîne le gouvernement jusqu'à présent. Je commence maintenant avec David. David, le gouvernement traîne encore. Il y a eu encore des consultations. Pensez-vous quel pourrait être le cheval de bataille du futur gouvernement ou du gouvernement Judith Tuluka? Ça aurait été un peu plus attentif pour les Congolais de voir que on a un gouvernement qui va venir, qui va nous apporter satisfaction. Un gouvernement qui va penser aux défis majeurs de la population, un gouvernement qui va penser au social de la population. Mais voyant ce qui se passe, Madame Nushka, je me dis, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces gouvernements. Parce que quand je regarde ceux qui doivent devenir des ministres, ils y arrivent parce qu'il y a consultation après consultation. Dites-moi, un ministre qui arrive après consultation et une consultation qui a pris du temps, donc il a eu tout son temps d'aller soit corrompre son propre parti politique, soit faire des magouilles pour qu'il puisse arriver à l'endroit là. Et dites-moi, est-ce qu'il sera redevable à la population ou il sera redevable à son chef direct? C'est de ces côtés-là, en tout cas, nous qui sommes à l'opposition, on regarde encore ce que peut faire Madame Tuluka, mais on reste dans un coin en train de regarder et en train de se dire rien de bon ne sortira d'ici. Parce que vous êtes prophète des malheurs, pourquoi? Pas prophète des malheurs. Regardant comment les élections se sont passées dans ces pays, comment M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, comment les députés sont arrivés là, comment ils font pour nommer des ministres. Je me dis, ces ministres-là, ils seront redevables à leur chef. Donc, il n'y a rien de bon qui peut sortir du mal. Ce sont tous... on va encore avoir affaire aux ministres, aux mêmes, je dirais, aux mêmes ministres, parce que je vois mal Madame Tuluka prendre des jeunes. Moi, je n'ai pas encore 30 ans. J'allais même oublier, madame, il fallait que je les souligne ici. À nos amis de l'IDPS, si vous me le permettez, il faut qu'ils apprennent aussi à être tolérants. Quand nous passons dans des chaînes de télévision pour parler de la République, nous ne parlons pas de M. Tshilombo parce qu'on ne l'aime pas. Nous parlons de M. Tshilombo parce qu'il est notre président de la République, il est le papa de ces pays. Alors, nous ne pouvons pas accepter à ce que notre papa nous induise en erreur ou nous conduise dans un fossé et nous acceptons ça. Non.
Donc, aux amis de l'UDPS, en particulier, à la force du progrès, qu'ils sachent au moins que nous aussi, nous sommes des Congolais. Il n'y a pas plus Congolais que nous. Vous êtes agressé dernièrement. Hein? Oui. Je venais d'être agressé par les amis de l'UDPS, entre autres, par la force du progrès. Et là, je les mets en garde pour leur dire, les pouvoirs passent toujours. Qui se rappellent du pouvoir des Mobutu, des Kadhafi, et après, qui se demandent ceux qui sont venus derrière, ceux qui sont devenus. Voilà, je continue dans ce que je disais. On ne peut rien attendre des bons. C'est vrai que du mal peut sortir les biens, mais avec Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je ne vois pas les mal faire sortir les biens. En tout cas, je reste pessimiste. J'observe d'abord comme ça. À la fin, après le gouvernement, Madame Nouchka, je reviendrai ici, sur ces plateaux, je reviendrai ici pour vous dire que ce sont les mêmes personnes qui étaient avant et c'est les mêmes qui sont revenus encore au gouvernement pour continuer à voler les peuples congolais et que les peuples de Kinshasa, de l'Est du pays où on agresse tous les jours, qui puissent continuer à souffrir dans ce que les gouvernements leur font comme souffrance, leur donnent comme souffrance. Merci beaucoup. Et voilà, le troisième invité vient de nous arriver, un peu en retard là. Il s'agit de Jules Omanda, il est décidé. J'ai dit bonsoir. Bonsoir, chère dame. Vous avez pris du poids, ça fait longtemps. Ah, on est là, on est au Congo, dans notre pays. Opposition sous Fachi Kitoko, hein? Non, mais nous sommes dans la résistance. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous ne reconnaissons pas le régime en place, du fait qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu ce que nous appelons chez nous simulacre des élections. Donc nous pensons qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Et nous sommes dans la résistance, nous continuons à résister contre le régime en place. J'aimerais que vous répondiez par rapport à la question du premier sujet. Il y a eu des soupçons qui pèsent sur le ministre Nicolas Kazadi. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à cette question, l'IGF peut déjà ouvrir des audits ou encore entamer des audits dans chaque ministère sortant? Madame, vous serez peut-être déçue de ma réponse, mais c'est ça la réalité. L'IGF est un outil du pouvoir en place. Si M. Tshilombo veut se débarrasser de quelqu'un, il utilise l'IGF. C'est juste ça. Nous avons connu des détournements dans ces pays et l'IGF n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans des pays sérieux, ce n'est pas à l'IGF à l'heure actuelle de faire ce travail-là. Dans des pays sérieux, du fait qu'il y a eu la clameur publique, du fait qu'il y a des soupçons, le procureur général devait se saisir d'office pour ouvrir ne serait-ce qu'un dossier RI en charge du ministre concerné. Et cela pouvait nous dire aujourd'hui que, bon voilà, la justice que d'aucuns qualifient de malade est guérie. Ça pouvait aussi rassurer la population que la justice qui est malade, qui était dans le coma, est guérie. Mais du fait que le procureur général refuse de se saisir d'office. Voilà pourquoi nous disons que les erreurs du passé continuent et nous allons vivre encore pire que ça. Merci. Vous êtes trop pessimiste là. Nous ne sommes pas pessimistes, mais ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. On nous a chanté que les erreurs du passé ne seront plus vécues. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que nous vivons? Ce sont les mêmes erreurs qui reviennent. Donc nous pensons que le pouvoir en place n'est pas compétent pour diriger ces pays. Et voilà, la question se pose par rapport à ce gouvernement. En principe, il doit avoir un cheval de bataille. Parce que le chef d'État, à chaque fois qu'il passe dans des médias, il nous dit la justice est malade. Et à présent, nous vivons, la situation est devenue intenable. Est-ce que c'est l'agriculture qui sera le cheval de bataille de ce nouveau gouvernement? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que Papi Bazinga? Je voudrais d'abord revenir sur ce que mon co-débatteur à droite a dit sur l'IGF. Moi, je pense qu'à un moment donné, même si on fait la résistance ou l'opposition, mais il faut reconnaître aussi ce qui est positif. Et d'ailleurs, c'est ça même la preuve des responsabilités
et la preuve aussi de l'amour qu'on a pour le pays. L'IGF fait son travail. C'est vrai, le travail de l'IGF n'est pas parfait, mais au moins aujourd'hui, si l'État congolais peut recouvrir un peu de moyens, c'est grâce à l'IGF. On peut aussi admettre que l'IGF peut avoir certains soucis par rapport à certains dossiers, mais au moins l'IGF fait quand même le travail, même si son travail n'est pas parfait, mais moi je pense que l'IGF fait son travail. Alors, par rapport au dossier ministère des Finances, comme les co-débatteurs a dit, il fallait une action judiciaire. Je pense qu'il y en a déjà, parce que j'ai appris, j'ai lu les présents de la Cour de cassation, c'est M. Firmin, je ne sais, Firmin a interpellé quand même les ministres du développement rural. Ce ne sont pas juste des mascarades, ça. Hein. Madame, mascarade ou non... Je le répète, le loup ne se mange pas entre eux. Oui. Je pense que c'est toujours cette même cour, cette même justice qui a donné aussi raison à certains dossiers des membres de l'opposition. C'est vrai, la justice a des problèmes, beaucoup on connaît, mais on ne peut pas dire que cette justice est morte. Elle fonctionne quand même dans une certaine mesure. Il y a des dossiers qui passent aussi par cette justice et dont... les gens ont été aussi satisfaits des arrêts de cette cour ou de cette justice. Maintenant, si je dois revenir par rapport à votre question sur les attentes de la population et par rapport au gouvernement Toulouka, je dirais ici, les attentes sont nombreuses, madame. Tout le monde attend ce que nous puissions voir clair. Vous savez, et ce que j'aime chez le chef de l'État, lui-même, il reconnaît qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des failles. Mais il n'y a pas de changement. On peut, non, exactement. C'est bien de reconnaître ces erreurs et de changer. Oui. Cela veut dire, le souhait même du chef de l'État est de voir le changement. Et nous attendons tous voir ces changements être réels, être vécus chez les Congolais. Madame la Première ministre, je pense, a beaucoup de défis. Parmi des défis, moi, je pense que ça doit être celle de la justice. Et celui de justice. La lutte contre la corruption. Mais aussi, j'ai aimé la proposition du professeur Njoli, qui a proposé à ce qu'il ait une conférence sur la question liée au salaire. Parce que aussi, quelque part, ces problèmes de salaire troublent les pays. On ne peut pas avoir des gens qui gagnent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars inutilement alors qu'ils ne servent pas le pays comme il se doit. Là aussi, c'est parmi des défis que la Première ministre ou le gouvernement doit s'attaquer. La question liée à l'injustice financière, à la manière d'utiliser les deniers publics, c'est une question importante. La question liée à la justice et surtout au détournement, c'est vraiment des questions importantes, mais aussi la question liée à la sociale du Congolais. Par là, je voudrais parler, par exemple, du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, qu'on doit voir fonctionner comme il se doit, Aujourd'hui, nous voyons... les bateaux de pêche? Je ne sais pas trop, mais je pense que les bateaux ont été commandés, c'est bloqué quelque part, je ne sais dans quel pays. Quelque part, on attend que cela soit réel, arrive au pays. Mais je dis au Premier ministre, à la Première ministre, il doit travailler du côté ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on nous parle de Kanyama KCC. Les produits sont là. On a travaillé, on a cultivé, mais on ne voit pas ces produits sur terrain. J'ai suivi le documentaire et la personne et les préposés de l'État qui est là, il a dit que le stock n'est pas suffisant pour tous les pays. Qu'est-ce qu'il faut? Et ça partout. Qui consomme ça? Il y en a déjà dans les camps militaires, selon les préposés de l'État qui est là. Mais ce qu'on doit faire, les ministères de l'Agriculture ou les gouvernements
doit mettre des moyens nécessaires afin que nous voyons ces projets Kanyamaka CC dans tous les territoires de la République. Cela permettrait à ce que les Congolais puissent avoir les denrées alimentaires de première nécessité si facilement et puis à moindre prix. Merci. Je passe la parole à Maître Jules Manda par rapport à cette question. C'est vrai, vous êtes de la résistance, mais c'est une affaire qui engage la nation. Selon vous, quel pourrait être le cheval de bataille de du nouveau gouvernement? Merci madame. Moi, j'ai vraiment beaucoup de peine pour madame Toulouka, la première ministre. Vous savez que dans ce pays, nous avons passé 5 ans. Tout a été détruit. Et actuellement, tout est à refaire. Tout est à refaire. Il n'y a pas de route, surtout de route de dessert agricole. Il n'y a pas. Il y a des embouteillages, il y a l'insécurité. Ici à Kinshasa, nous vivons l'insécurité. À l'Est, les gens meurent chaque jour. Tout est à refaire. Il n'y a pas une seule priorité. Tout est à refaire. Mais seulement avec le gouvernement où nous n'avons que des dinosaures. Et le peuple ne va pas se retrouver. Mais parlant de Kanyamaka CC par rapport à la production, dont mon co-débatteur vient d'évoquer, mais Kanyamaka CC n'a pas vocation de nourrir la population. Il doit s'informer. C'est ça le mal de nos amis de l'Union sacrée. Il doit lire, il doit se renseigner, il doit comprendre. Kanyamaka CC n'a pas été conçu pour nourrir la population. C'est pour former, mais pas pour nourrir. C'est juste une branche, non? C'est une branche. Mais non! La production de Kanyamaka, c'est pour la consommation interne. C'est pour la consommation interne du service national, des agents des services nationaux. Ce n'est pas pour la population. Kanyamaka, n'a jamais eu la vocation de faire nourrir la population, même d'une seule province. Donc même si vous voyez ce que le service national est en train de faire aujourd'hui, c'est juste pour faire des beaux yeux à M. Tshilombo. Mais sinon, la conception même du service national était pour former, mais n'est pas pour nourrir la population. Mais quant à au gouvernement que nous attendons, moi je pense que ce qui était important, comme nous n'avons pas eu des élections en 2023, il fallait commencer par se mettre autour d'une table, discuter sur le point très essentiel de la population. D'abord, la guerre qui sévit à l'est de notre pays, la guerre qui est au Congo, l'insécurité, comment le pays est géré, le tribalisme qui bat son plein. Ce sont là les questions primordiales qu'il fallait d'abord traiter avant de s'engager pour un gouvernement X. Voilà, donc nous devons d'abord, parce qu'on peut aujourd'hui avoir un gouvernement de 30 ministres, de 60 ministres. Tant que nous n'avons pas réglé les problèmes cruciaux, rien ne sera fait. Et nous allons toujours continuer des échecs en échec. Voilà ma réflexion. Et voilà, David, vous voulez rebondir? Oui. Allez-y. Je commence avec mon frère de l'ECD. Frère, vous savez, j'ai du mal à vous entendre parler de la résistance au lieu de l'opposition. Pourquoi je me dis j'ai du mal? Quand on vous a appelé, l'opposition était ensemble. On vous a dit, mettez-vous ensemble autour d'une table et faites-nous sortir un candidat, un seul, pour que nous puissions aller à ces simulacres d'élections organisés par M. Tshilombo. Vous les décidez, étant accro au pouvoir, ne voulant pas céder la popularité que vous aviez en 2018, une popularité du reste qui a été battue des forces de plusieurs personnes, vous avez refusé. Vous êtes partis en ordre dispersé, tous à l'opposition. Katumbi est parti seul. Vous êtes parti seul. Je voulais juste les répondre. Et aujourd'hui, il vient pour nous dire qu'ils sont à la résistance, qu'ils acceptent quand même qu'ils sont à l'opposition parce que leur candidat n'a même pas été deuxième. Donc ça veut dire qu'ils ont échoué. C'est clair. Leur candidat est sorti troisième, donc ils acceptent
qui reste à l'opposition. C'était, entre parenthèses, je rentre chez mon frère Papy. Frère, vous savez, j'ai eu envie de rire quand vous parlez. Pourquoi? C'était pas pour me moquer de vous. Non, juste, je voulais vous rappeler que le président de la République, le jour de la création de l'Union sacrée, il avait dit Kisaloumé Banda. Que vous rappelle cette phrase? Kisaloumé Banda. Où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait depuis que Kisaloumé Banda a été proclamé? Le président n'a rien fait. Si ce n'est que le Kisaloumé Banda là, c'était pour faire ses voyages, pour faire le tour du monde. C'était ça Kisaloumé Banda. Donc, ne nous amenez pas à nous dire que le président de la République attend quelque chose d'extraordinaire de son gouvernement. Parce que lui-même, il est la cause. C'est lui le début. C'est lui qui fait les tours du monde pour ne rien faire. Parlant des Kanyamaka CC, frère, on ne peut pas parler d'agriculture sans route à dessert agricole. Au début ici, j'ai salué les Rwandais, selon vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Les Rwandais Kabila, je les salué pourquoi? Les messieurs là, le fait qu'il soit rwandais, selon vous, il a quand même construit des routes. L'homme n'est pas parfait, mais il a construit des routes. Pendant 18 ans, ce qu'il avait fait, c'était insuffisant quand même. Exactement, c'était insuffisant. C'était vraiment insuffisant. Mais pendant les 5 ans passés, M. Chilombo en a fait combien? Comme ça, en 10 ans, on dira, ok, en 18 ans, l'autre n'a rien foutu. Vous, en 10 ans, vous avez fait quelque chose de bon. M. Chilombo n'a rien fait. Moi, j'ai fait un tour d'ici Païkongi, là, il n'y a pas longtemps. Ma soeur, si ici à Kinshasa, nous on souffre, on ne trouve pas à manger, c'est à cause de la mauvaise foi de M. Chilombo et sa bande. Là-bas, ils ont les maïs. Là-bas, ils ont les arachides. Ils ont du manioc. Mais ils n'ont pas de routes pour amener ce qu'ils produisent là-bas jusqu'ici à Kinshasa. Ils n'ont pas de routes. Il n'y a pas de route qui quitte Païkongi, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même à bord de votre véhicule, vous n'irez pas. Mais quand mon frère Papy dit, il s'attend, on a créé Kanyamaka CC parce qu'il devait fournir à manger à la population. Heureusement, mon frère de décider vous a bien recadré. C'était pas ça. L'idéal, c'était pas ça. C'était pour former. Et malheureusement, les gens qui ont été formés là-bas, à ces jours, en tout cas, je peux me dire que sur les 90% qui étaient partis, pour ne pas dire les 100%, sur les 90%, 10% pouvaient être utiles aujourd'hui à la société. Les restes, en tout cas, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Merci. Si vous doutez, vous pouvez encore arriver à Kanyamaka CC un jour et vous allez vous en rendre compte. Merci beaucoup. Papy, veuillez rebondir. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. J'aime écouter mes co-débatteurs avec beaucoup de respect. Mais je pense que tout à l'heure ici, j'ai entendu mon co-débatteur dire qu'il faut lire. Mais moi, je voudrais aussi vous dire qu'il faut très bien lire. Non seulement très bien lire, mais il faut très bien connaître l'histoire politique de notre pays, l'évolution des choses. Quand je parlais de Kanyamaka CC, je parlais de Kanyamaka CC comme un modèle. Je dis ce qu'on fait à Kanyamaka CC. Le gouvernement peut aussi s'inspirer de ça et faire ça dans toutes les provinces. Mais aussi, même si on dit que Kanyamaka CC c'est pour former, ce n'est pas pour nourrir la population, je dis oui, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous avez comme données, mais vous oubliez qu'en 98-99, Mouzé Laurent Désiré Kabila a nourri certaines promesses, notamment la province ville de Kinshasa, par le biais des services nationaux. On a vendu des histoires ici qui venaient de ces services nationaux par les cantines populaires. Cela veut dire les services de l'État, tout ça, le service national, c'est un service de l'État. Quand il fait quelque chose, ce service-là ou cette production-là peut aider toute la population si c'est nécessaire. Pendant les périodes de fête, il y a eu ces produits qui ont été vendus dans certains coins de la ville de Kinshasa, notamment dans les camps militaires. Donc ça peut se faire.
Cela veut dire les services produits par Kanyama KCC, si la quantité est suffisante, ça peut aussi servir à toute la population congolaise si c'est nécessaire. J'ai apprécié que vous puissiez mentionner si la quantité est exactement. Donc, c'est très important. Donc, il ne faut pas être net lorsque nous réfléchissons, nous sommes intellectuels. Vous parlez des routes tout à l'heure, je voudrais vous dire, si on fait ce genre de travail ici au Congo central, on n'aura pas besoin d'assez de problèmes de routes parce qu'il y a des routes. Ici, dans les Bandundu, c'est vrai, il y a des problèmes de... S'il vous plaît, monsieur, je sais ce que je dis. Lorsque nous parlons, il y a des espaces où il y a des routes et on peut faire ça. J'ai fait certaines routes, je sais qu'il y a des endroits où on peut cultiver et la marchandise peut bien arriver à Kinshasa sans avoir question de route. Mais les problèmes... En tout cas, si vous pouvez me permettre... Le problème n'est pas... S'il vous plaît, on ne discute pas... On ne discute pas sur les routes agro... Vous n'en avez pas créé? Oui, on crée toujours. Tout à l'heure, vous avez inventé Kabila. Je vous apprécie beaucoup. Kabila n'a pas rien fait. Il a fait beaucoup de choses. Moi, je peux citer encore autant. Vous comprenez? Parce que vous faisiez aussi partie de votre... Vous parlez, par exemple, d'Ibandundu. Moi, je vous dirais encore, il a fait aussi la route de chez moi, au Congo central. C'était un exemple. Moi-même, je peux faire route en véhicule jusqu'au Congo central à 6 heures. C'est Kabila. Bravo à lui. Mais c'était pendant 18 ans. Mais lorsque vous dites que Tshilombo n'a rien fait, ce n'est pas honnête. Chers frères, vous êtes encore jeunes. Chutez. Lorsque vous faites la politique, ayez le sens d'objectivité et d'honnêteté. Je le dis toujours, le bilan de Félix n'est pas rose. Mais il ne faut pas aussi lui présenter comme étant, comme si son bilan est très noir. C'est très mal. Aujourd'hui, non. Il y a quelque chose. À 2 ans ou 3 ans qu'il a fait, il y a aujourd'hui... D'accord, je vous le concède. Ouais. Il y a aujourd'hui le programme 145 territoires qui dépasse de très loin les projets 5 chantiers ou révolution des modernités. Je vais vous expliquer comment. La révolution des modernités ou 5 chantiers, c'était dans certains coins de la République. Par contre, les 145 territoires, c'est dans tous les territoires où aujourd'hui on peut voir quelque chose. La gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose aujourd'hui. S'il vous plaît, mais si vous n'avez pas encore des enfants, ça passe pas, la gratuité de l'enseignement, s'il vous plaît, c'est une œuvre conçue par Messier Kabila. Il n'y a pas de problème. C'est Félix qui exécute ça. Oh là là. C'est Félix qui exécute ça. Vous pouvez envoyer votre fils à étudier à la gratuité. Vous avez des frères ou des parents, des oncles qui ont des enfants dans les écoles publiques. Il faut être honnête, mon cher frère. Moi, je ne dis pas que Félix fait tout bien, mais je dis il y a quelque chose. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes, on sait, mais il y a quand même des choses. Merci. Il faut avouer, mon frère. Maître Julot, répondissez comme mot de la fin. Si j'arrive à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je dois quand même balayer certaines contre-vérités qui ont été évoquées ici. Vous savez, cher ami en face, vous n'avez pas reçu mandat de placer qui dans l'opposition, qui dans la résistance, qui dans le pouvoir en place. Si nous sommes dans la résistance, c'est par rapport à notre position actuelle. Et parler du choix de candidats communs ou candidats uniques, si vous suivez très bien les actualités politiques du pays, vous seriez très bien informé. Parce que Devos Kitoko, notre secrétaire général, a parlé de ça, a parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, sur Top Congo, en long et en large. Personne n'a démenti. Personne, alors personne. Donc, ayez un peu de respect pour l'ECD, qui est un parti très bien structuré, très bien organisé et qui fait la fierté de la classe politique congolaise. Par rapport au mot de la fin, c'est ce que vous venez de dire, nous sommes là, bientôt 100 jours de M. Tshilombo. Nous ne voyons rien. Je ne sais pas, on jauge la capacité de président de la République, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu élection, pendant le 100 premiers jours. Or, là, nous tendons vers les 100 premiers jours. Le bilan est largement négatif.
ce que Félix a fait pendant 5 ans. Mon frère en face est encore gentil pour dire que c'est noir. Mais moi, je dirais que c'est très sombre. Le pays s'est enfoncé encore davantage. Vous savez qu'il choisit maintenant de route où passer, ici à Kinshasa. Le cortège de Félix choisit de route où passer, ici à Kinshasa. Il n'y a pas de route. Donc nous pensons qu'il n'y aura rien, même si on mettait un gouvernement avec notre maman que nous aimons bien, il n'y aura rien. Tant que les dinosaures seront toujours là, les Camérés, les Mbosso, et avec lui-même les dinosaures en chef, les Chilombo, tout ce monde-là, les Bahati, les Bemba, il n'y aura rien, alors rien. Le peuple ne peut attendre rien de ces régimes. Veuillez conclure. Je finis. Madame Nushka, je dirais, Monsieur Chilombo, c'est une malédiction pour notre pays. Ça, c'est trop fort, ça. C'est moi qui l'ai dit et je l'assume. C'est une malédiction pour notre pays parce que c'est quelqu'un sur qui tous on attendait à ce qu'il puisse réaliser des choses que Kabila n'aurait pas dû. C'est qu'il n'allait même pas oser. Parce que c'était quelqu'un à qui nous on se disait, c'est comme on dit en Lingala, vraiment Namboka. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Et des tatas. Aujourd'hui, tous nous sommes déçus. Avec 500 francs, l'enfant ne peut même pas manger toute la journée. Les routes que mon frère Papi dit, lui-même, quittant chez lui pour arriver ici, il a choisi les routes par où passer. Il a choisi, il connaît l'état de nos routes. Et si seulement, Monsieur Papi me donnait aujourd'hui le nombre de kilomètres de routes réalisées par Monsieur Chilombo, qui dépasse le deuxième quinquennat de Kabila, je quitte la politique aujourd'hui. Merci beaucoup. Papi, veuillez conclure. Vous avez 1 minute pour conclure l'émission. Oui, en termes de conclusion, je dirais que il ne faut pas croire que le pays s'arrête aujourd'hui. Félix Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire, a fait ce qu'il a déjà fait. Les messieurs me demandent le nombre de kilomètres effectués. Honnêtement parlant, je n'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a des travaux à gauche et à droite, même dans les provinces, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans les Bandundu, dans les Kasaï, au Congo central, il y a des routes qui se réalisent. Peut-être au bon moment, on aura le nombre de kilomètres en question. À ce qui concerne la vie, je dis, c'est vrai, il y a beaucoup de soucis dans les chefs de la population. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Personne ne peut dire sur un plateau que les choses marchent bien ou tout ce que Félix fait est bien. Non. Le parcours est encore là, il y a beaucoup de choses à faire et nous entendons encore beaucoup de choses de lui et du gouvernement en place. Merci. Mais surtout, je dirais, la grande responsabilité incombe aussi aux parlementaires qui doivent contrôler l'exécutif par rapport à ce qu'ils vont réaliser comme travail. Ils ne vont pas Et voilà, le faire. merci Papi. Merci Madame Merci Minushka. Maître Jules, ça fait longtemps. Merci beaucoup, madame. Merci à David, j'espère que ça ne serait pas la première fois. Non, ça va continuer, ça va continuer. Merci à Light Moutonge. Light, trop de pression, c'est quoi? Hein? Oh! Merci à Enoch Mbala. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos frères et sœurs qui tombent au jour le jour à l'Est, que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.